De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'ai eu une demande spéciale et jusqu'à maintenant, j'ai fait toutes les demandes spéciales de vidéos parce que justement, ça me force à aller dans des endroits où je ne veux pas nécessairement aller. Ça me fait sortir de mes habitudes. Justement, on va explorer ce thème dans cette vidéo. Donc, quelqu'un voulait que je fasse une vidéo sur la vulnérabilité. Et là, c'est très intéressant parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la vulnérabilité où j'étais très vulnérable, justement. Ça serait absurde de faire une vidéo sur la vulnérabilité où on n'est pas vulnérable. J'y étais très vulnérable, peut-être même un peu trop à mon goût, parce que lorsque je l'ai mis sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait un visionnement, je l'ai supprimé. Supprime la vidéo sur la vulnérabilité. Comme on l'a vu, hein, on peut réprimer, c'est inconscient. On peut supprimer, ça c'est conscient, supprimer nos émotions, supprimer nos pensées. Et là, j'ai supprimé, littéralement, ma vidéo sur la vulnérabilité. Je ris jaune un peu en ce moment. Il a supprimé sa vidéo sur la vulnérabilité. Je me suis protégé. J'ai eu honte. Nous allons explorer le lien entre la honte, évidemment, et la vulnérabilité. Je me suis exposé comme ça. J'ai été vulnérable. J'ai mis la vidéo. Et là, oh, il y a eu un visionnement. J'ai eu honte. Protection. Remarquez dans votre vie quand vous faites ça. Protection. Honte. Suppression. Répression. Suprême. La vidéo sur la vulnérabilité. Wow! Donc, vidéo sur la vulnérabilité, prise 2. Je vais essayer d'être encore plus vulnérable que dans la première. Même que la première, il y avait des bruits de construction ici au condo et c'est l'excuse dont je me suis servi pour ne pas la mettre. Remarquez vos excuses. Ah. C'est non, le bruit de la construction est vraiment une grosse distraction. C'est pas une bonne vidéo, suppression. Aïe, hein? Les humains. Bon, je vais commencer par des tremplins, hein, comme ça, pour me lancer dans le thème. La plupart des gens à qui je parle font de l'écriture. C'est une technique très répandue dans le reconditionnement de la douleur. Moi, ça n'a pas fait partie de mon processus, mais là, je commence à explorer ça de plus en plus, parce que je me dis, les gens le font, peut-être que ça peut m'aider. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire de l'écriture pour éliminer la douleur chronique. C'est toujours contre-productif, cette attitude, de faire quelque chose pour éliminer la douleur chronique, parce que on finit d'écrire, comme ça, on pose le crayon et on se dit, pis, est-ce que je me sens mieux? Il y a ce désir constant de savoir, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Très contre-productif. Donc, faites-le comme moi en ce moment. Écrivez pour écrire, pour mieux vous connaître et parce que, selon les études, c'est bon pour la santé en général, point. Pas juste pour la douleur chronique. Et donc, j'ai lu le deuxième livre qui vient de sortir de Nicole Sachs, qui s'appelle Mind Your Body. Mais avant, parlons de son premier livre. J'ai fait une vidéo sur son premier livre, Le sens de la vérité, qui s'intitulait L'écriture expressive et la douleur chronique. Et elle, dans ce livre-là, il y a quelque chose qui m'a vraiment déplu. Elle a parlé du film Une méthode dangereuse de David Cronenberg, qui parle de la relation entre Freud, Jung et Sabina Spielrein. C'est souvent présenté comme ceci. Voici Sabina, et là, derrière elle, les deux grands hommes. On ne peut pas la voir par elle-même, pour elle-même, toujours en contexte avec les deux grands hommes, évidemment, hein, Freud et Jung. Elle, Nicole Sachs, c'est une, on pourrait presque dire ça, une disciple de Sarno. Sarno est très freudien. Moi, je considère que c'est important de comprendre Freud pour comprendre Sarno.
Stephen Ray Ozanich, lui, est plutôt jungien. Il parle constamment d'intégrer l'ombre. Donc, ces concepts-là ne sont pas obscurs. Ça vient encore aujourd'hui dans notre conception de la psychologie et du reconditionnement de la douleur. Donc, je voulais commencer par ça pour explorer, parce que justement, elle dit que c'est le sens de la vérité. Et là, elle nous parle d'un film hollywoodien, qui est très loin de la vérité, d'ailleurs. Mais ce personnage de Sabina m'a tellement intéressé que j'ai commencé à faire des recherches sur elle, parce que dans mon cours, j'étudie Freud, et j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes et passionnantes. Je réalise de plus en plus que les premiers thérapeutes en reconditionnement de la douleur ne sont pas Sarno et David Clark. Hein? John E. Sarno sur la côte Est, David Clark sur la côte Ouest. Les premiers thérapeutes en reconditionnement de la douleur sont Freud et Jung. Donc j'ai été déçu par Nicole Sachs et le fait qu'elle nous présente un film hollywoodien comme ça dans son livre, qui s'intitule Le sens de la vérité, parce que ce n'est pas la vérité. Et lorsqu'on creuse, on trouve une histoire très intéressante. Donc, Sabina, elle, a eu une enfance difficile, où son père la battait. Et là, ce qui va ressortir justement dans son analyse avec Jung, c'est que lorsque son père la battait, elle ressentait une excitation sexuelle. Et lorsqu'elle voyait ses frères, par exemple, se faire battre, ça l'excitait sexuellement. Et elle a commencé à développer des symptômes. Colère, automutilation, anorexie, masturbation frénétique, parfois en public. On va explorer ce thème dans la vidéo. Et ça a été une des premières personnes à entreprendre ce qu'ils appellent la cure par la parole. Donc on parle, on exprime ce qui est refoulé et on trouve la guérison. Donc elle, lorsqu'elle rentre en contact avec Jung, ses parents décident de l'interner comme ça. Elle est dans un piteux état. Elle est diagnostiquée par ce qu'on appelait à l'époque l'hystérie. C'était une hystérique. Et ça, c'est très sexiste, évidemment, comme condition. Mais, je ne sais pas si vous réalisez, il y avait des hommes qui étaient hystériques également, en très petit pourcentage. Évidemment, aujourd'hui, nous n'utilisons plus le terme hystérique. Moi, j'ai été diagnostiqué de fibromyalgie, par exemple. Et là, encore une fois, lorsqu'on regarde les statistiques, 80-90% des fibromyalgiques sont des femmes. Et lorsqu'on réalise que la fibromyalgie n'est pas biologique ou génétique, c'est psychosocial, on commence à se poser des questions sur ce que ça signifie pour le rôle des femmes dans la société. Donc Sabina entre en traitement avec Jung. Elle est dans un piteux état, elle est hystérique. Hein? Et en l'espace de 6 mois, elle est guérie. Elle avait des douleurs aussi, nous allons explorer cet aspect, c'est une chaîne sur la douleur chronique, hein, évidemment. Donc de plus en plus, elle exprimait comme ça ses émotions, elle s'exprimait sur son enfance, elle et Jung creusaient, elle avait beaucoup de tics comme ça, surtout que lorsqu'elle parlait de ses complexes, et là elle se défendait comme ça, elle avait des tics, elle avait de moins en moins de tics, elle allait de mieux en mieux. Mais elle avait des douleurs. La main de Jung ne s'est pas encore posée sur la tienne, mais on commence à y voir un peu plus clair grâce à sa méthode visant à provoquer l'abréaction. Ça, c'est un genre de catharsis où, justement, les tensions sont résolues, les tensions de la répression. C'est ainsi qu'il note le 13 janvier 1905 l'abasie, impossibilité de marcher,
qui s'était produite après le Nouvel An avait essentiellement pour origine le fait que la patiente ne pouvait se décider à abréager cette partie la plus profonde et la plus importante de son complexe. Le Nouvel An ne faisait que rendre plus proche la nécessité de cette résolution. En même temps, l'aveu de ce complexe signifiait le premier pas dans le monde qui se traduit toujours par l'abasie. Un mal de pied, elle ne pouvait plus marcher. Après cette résolution, un grand soulagement, les douleurs aux pieds disparaissent, de même que les maux de tête. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai reconnu dans ma vie. Là, c'est le temps pour elle de sortir de l'hôpital psychiatrique qu'on pourrait appeler. Elle, à l'époque, elle aurait été, avant Jung, avant la méthode freudienne, elle aurait été droguée, mise en camisole de force comme ça dans un cachot pour le reste de sa vie. Mais là, Jung parle avec elle, on l'écoute, on creuse dans les complexes, ça sort, la vérité sort. Elle se sent mieux. Et là, c'est le temps peut-être de sortir de l'hôpital, de devenir un médecin. Elle veut étudier à l'université. Elle veut devenir une psychanalyste elle-même. Et là, mal de pied. Mal de pied. Intéressant. Mais on creuse de plus en plus, la vérité sort. Elle fait face à tout ça, et là, le mal de pied s'en va. Elle va à l'université et elle devient une grande psychoanalyste. Donc on part avec une femme comme ça, complètement hystérique. On utilise le terme comme eux l'utilisent. Dans le temps, il l'aurait enfermée en camisole de force dans un cachot. Et là, elle parle de ses émotions. Ça sort. Et quelques années plus tard, c'est une psychoanalyste de renommée. C'est une grande guérison. Et moi, je suis complètement fasciné par cette personne. Je m'y reconnais énormément. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un problème, la douleur chronique, et ma guérison, si on peut appeler ça comme ça, a passé par le fait que j'allais aider les autres par la suite à s'en tirer également. Mais lui, dans ce livre-ci, à tort ou à raison, il nous dit que souvent, on ne fait qu'échanger nos symptômes. Elle a changé ses symptômes qu'on pourrait appeler hystériques pour son obsession avec Jung. Elle est devenue complètement obsédée avec Jung. Et là, lorsqu'on lit sur ces gens-là, Jung paraît très très mal dans cette interaction. Hein, ils ont eu un épisode sexuel. Ça, c'est pas recommandé, hein, quand on est en psychoanalyse, de coucher avec les patientes. Et là, dépendamment de ce qu'on lit, et ça, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Si on prend une grille féministe extrême, là, Jung est un violeur. Si on prend les Jungiens, évidemment, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Où est la vérité? Quelle est la part de responsabilité des deux côtés? C'est intéressant. Moi, je n'ai pas les réponses, mais je suis fasciné par cette personne parce que c'est ce que je remarque, ce qu'il dit. Hein? Si vous êtes besoin d'être un grand fin psychologue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mes symptômes. J'étais obsédé par mes symptômes, la douleur. J'ai fait le reconditionnement de la douleur et là, je suis devenu obsédé par le reconditionnement de la douleur en tant que tel. Ah ah, c'est facile à voir ça. Hein, je suis devenu obsédé avec les symptômes des autres. Je vais aider les autres, je vais sauver les autres. C'est difficile à admettre ça. On creuse, là, il y a des couches. Difficile d'admettre. Donc, elle faisait de l'écriture. Hein? Et là, plus tard dans sa vie, elle est censée aller à
conférence comme ça. Pour une raison physique, tu t'es excusé de ne pouvoir assister au congrès. Elle concerne ton pied, organe dont on a déjà vu la signification lors de ton séjour à l'hôpital. Jung, qui n'en est pas dupe, t'écrira quelques jours plus tard: Je vois clairement ta situation. Je ne peux pas croire qu'il y ait un problème organique avec ton pied car la situation psychologique est trop significative d'un point de vue traumatique. Donc là, on croirait lire un livre de David Clarke ou de John Sarno. Et on est en 1911. Mais elle faisait de l'écriture. L'écriture était importante pour elle. Donc là, on va revenir à ce thème-là. Ton histoire, Sabina, je l'ai rencontrée chez plusieurs patientes qui, après une fin de liaison, qui était d'ailleurs prévisible dès le début car l'objet d'amour était choisi parmi les plus improbables, se trouvait plongé dans une période critique de la séparation. Tu as eu la chance que ton appareil psychique te permette d'écluser le torrent de réactions passionnelles qui nous apparaissent tellement éloignées de la réalité de ta liaison avec Jung. Tu as trouvé dans l'écriture l'écoute que personne à l'époque ne t'avait proposée. Donc elle écrivait énormément et ça l'a aidé. Pour conclure cette partie de la vidéo avec Sabina, elle a développé une théorie sur qu'est-ce que Freud va appeler plus tard la pulsion de mort. Et là, ça va être très important pour cette vidéo-ci, la pulsion de mort. Au début, elle appelait ça la destruction. Freud a rejeté son idée. Mais après la Première Guerre mondiale, il y a eu tellement de destruction, de meurtres entre les humains, qu'il a adopté l'idée. Il a appelé ça la pulsion de mort, très important dans la théorie freudienne. Mais évidemment, en ne rendant pas son dû tout à fait à Sabina. Donc nous allons... J'espère que tout ça va faire du sens à la fin de la vidéo. Tous les différents thèmes vont se tisser et se rejoindre. La pulsion de mort. C'est elle qui a eu l'idée en premier. Je ne sais pas quoi penser de ça, mais on va explorer ça dans la vidéo. Donc elle passe de hystérique à une grande psychanalyste respectée. Une des premières à faire la psychanalyse des enfants, justement. Et tout ça parce que elle a écrit, elle a parlé, le chat est sorti du sac. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous encourager à être de plus en plus honnête dans votre écriture et à dire la vérité. Donc qu'est-ce que nous dit Nicole Sachs dans son nouveau livre? Elle parle justement des habitudes, un thème que j'explore de plus en plus. Elle nous dit, oui, c'est important les habitudes. La douleur chronique est elle-même une habitude. Et là, il faut changer nos mauvaises habitudes pour des bonnes habitudes. Parce qu'on n'a pas le choix. Environ plus de 40% de nos comportements sont des habitudes. Mais elle nous parle de la lame à double tranchant des habitudes. Oui, il y a des bonnes habitudes, mais il faut explorer de plus en plus à quel point on peut se servir de ça pour ne pas sentir. Elle parle du jogging. Moi, je fais du jogging. Et elle dit, oui, c'est bon de faire du jogging. Évidemment, elle conseille aux gens de faire de l'exercice. Mais remarquez de plus en plus comment des fois on peut se servir de ces fameuses bonnes habitudes pour ne pas ressentir. Dès qu'une émotion complexe commence à monter, on enfile les espadrilles, on va jogger et on le justifie parce que ça ne peut pas être négatif, c'est une bonne habitude. Mais elle nous dit dans le livre de porter de plus en plus d'attention à ça, de quelles habitudes on se sert de diversion et ultimement d'addiction, de dépendance. Pour ne pas ressentir les choses. Ça aussi, je vais parler de ça dans cette vidéo. L'addiction. Donc, elle nous dit de faire une liste comme ça de nos habitudes
de nos diversions, de nos addictions, dont on se sert pour ne pas sentir les choses. C'est un mécanisme de défense. Elle nous dit d'ailleurs que les mécanismes de défense ne sont pas nécessairement négatifs. On dit toujours négatif. On dit toujours mécanisme de défense comme si c'est quelque chose d'intrinsèquement négatif, mais nous ne pouvons pas appréhender la réalité. C'est trop. Nous avons besoin de défense. Mais les gens en douleur chronique comme moi se sont construits une forteresse avec des alligators comme ça, des pics, peut-être même des gens empalés. Les gens approchent. Oh wow, je pense pas qu'il veut de la visite lui. Forteresse. Il faut défaire la forteresse peu à peu en devenant de plus en plus vulnérable avec nous-mêmes et éventuellement avec les autres. Donc dans son livre, elle nous dit qu'il faut absolument devenir de plus en plus vulnérable dans son écriture. Et là, elle nous donne deux exemples, deux façons d'écrire. Voici la vérité de surface. C'est comme ça que ça peut sortir au début, avant qu'on commence à creuser. Je trompe mon mari. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais même plus ce qui importe pour moi. Mes enfants sont corrects. Ce sont des adolescents. Ils se foutent complètement de ce qui se passe entre mon mari et moi. Ils sont tellement égoïstes. La vérité, c'est que je ne suis même pas déchiré. Il est absent depuis des années. Il ne me donne plus aucune attention. Mes amis me connaissent mieux que lui. Je m'en fous. Je ne sais même pas si je veux le quitter. Je ne sais plus. Voici ce qu'elle appelle la vérité de surface. Mais là, il faut creuser. Il faut aller plus profond que ça. Voici ce à quoi on veut arriver éventuellement. Lorsqu'on écrit « Je trompe mon mari, je sais exactement ce que je fais. Je fais enfin ce dont j'ai vraiment envie. Ce trou de cul essaye de me contrôler depuis qu'on s'est rencontrés et je n'en peux plus. Je suis enragé. » 3 points d'exclamation, j'ai mis. Pourquoi? Je pourrais mentir, mais je connais la vérité. Je suis enragé contre moi-même pour avoir pensé qu'une personne changerait simplement en passant de compagnon à époux. Je savais qui il était lorsque je l'ai marié. J'ai choisi de l'ignorer. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Non, je ne sais pas. UGH. Je me déteste d'être aussi incertaine. Je sens que j'ai créé cette situation. J'ai peur lorsque je suis incertaine. Maintenant, je suis en colère contre mes parents, surtout ma mère. Je ne le dis jamais tout haut, mais pourquoi ont-ils fait autant de choix égoïstes? Ils ont créé un enfant si désespéré par la stabilité et l'amour, si désespéré d'avoir de la stabilité et de l'amour, qu'elle est prête à sacrifier son estime personnelle pour les apparences. J'aimerais avoir le courage de parler de tout ça. Je suis tellement insécure. Je crois savoir pourquoi je suis en conflit perpétuel à propos de tout. Je ne me souviens pas assez de mon enfance pour me croire moi-même. Je suis tellement triste. Quand je pense à cette petite fille, elle pensait qu'elle pouvait tout réparer en créant la famille parfaite lorsqu'elle serait grande. Je suis maintenant une épouse et une mère, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis une adulte maintenant. Je suis assez brave, je crois que je sais ce que je veux. Je veux un partenaire avec qui élever mes enfants, pas un bouche-trou. Je veux être une bonne mère, je veux être reconnue et appréciée, je veux être entendue. Je sens que je veux hurler en permanence. Mais au lieu de demander ces choses de façon claire, je me suis laissé aller, j'ai trompé mon mari, ce que j'ai toujours cru être pathétique. Je me sens dégoûtante, j'en suis malade, j'ai peur que mes enfants en subissent des séquelles. Je sais qu'ils voient tout ce qui se passe entre moi et mon mari. Ils comprennent. J'ai peur qu'ils me haïssent, qu'ils prennent d'aussi mauvaises décisions que moi. Mes parents étaient absents en esprit et je réalise que je fais la même chose qu'eux. Je sens que mes enfants s'éloignent de moi et ça me tue. J'essaie de blâmer l'adolescence, mais je sais dans mon cœur que ce n'est pas le tableau complet. Ma fille me parle comme à une étrangère. On dirait qu'elle sait que je suis une personne terrible. Mon mari est tellement distant, je le déteste. Mais je ne sais plus
ce qu'il pense et j'aimerais le savoir. Mon plus grand rêve, c'est qu'il me désire à nouveau. Je veux retrouver ces années avant qu'on soit mariés. J'essaie d'en parler avec mes amis, mais ça m'embarrasse. Je ne sais pas si elle comprendrait ou si elle parlerait dans mon dos, alors je minimise. Mais je pense à ces choses constamment. Mais je n'en parle pas. Voici le secret, je ne veux pas quitter mon mari. Je veux qu'il me désire à nouveau. Je veux m'aimer moi-même, mais j'ai peur de ne pas savoir comment. Voilà ce que nous dit Nicole. Voilà, en premier lieu, la réalité de surface, la vérité de surface, mais là on creuse. Et là, voici ce à quoi on est censé arriver comme ça pour obtenir ce qu'on pourrait appeler la guérison. Elle nous dit, c'est ça, votre réservoir est plein, votre réservoir émotionnel est tellement plein qu'il suffit de petites gouttes pour que ça déborde. Et là, il faut vider ce réservoir émotionnel en étant honnête comme ça, en laissant ces choses remonter, qui nous font tellement peur qu'on préfère la douleur physique au danger de ces émotions qui remontent. 26 minutes, wow. Peut-être que j'ai trop voulu aborder de thème dans cette vidéo. Je ne sais pas encore si je vais la mettre en vidéo sur la vulnérabilité. Peut-être la rendre plus petite. Je ne suis même pas à la moitié de ce que je veux dire. Donc, j'espère que tous ces thèmes vont se tisser adroitement ensemble. Je veux vraiment vous encourager, si vous faites de l'écriture, à être de plus en plus honnête, à être de plus en plus vulnérable. Et je vais commencer à le faire moi-même ici, dans cette vidéo, pour me prêter à l'exercice. Donc, que nous dit Gabor Maté sur la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est la capacité à être blessé. Une image très intéressante qu'il nous propose, c'est celle du crabe. Le crabe se construit une carapace. Et là, la carapace, elle ne grandit plus. Donc, pour grandir, pour croître, le crabe doit muer, se débarrasser de sa carapace dure. Et là, durant cette période, il est extrêmement vulnérable, le crabe. Il n'a plus de carapace. Mais Gabor Maté nous dit, la vulnérabilité est nécessaire pour la croissance. C'est une belle image. Son livre « Le mythe de la normalité », d'ailleurs, n'est pas disponible en papier, mais sur Kobo, j'ai vu, c'est disponible. Vous pouvez procurer ce livre. Il aborde le thème. Mais la reine de la vulnérabilité, c'est Brené Brown. Brené Brown, si ça vous intéresse. Il y a des vidéos sur YouTube avec des sous-titres français. Et ses livres sont traduits. Elle nous dit que, tout comme Gabor Maté d'ailleurs, le problème c'est que les gens veulent ne pas ressentir certaines émotions, donc ils s'engourdissent. Le summum de ça, évidemment, c'est la pilule. Je ne veux pas sentir certaines choses. Mais lorsqu'on s'engourdit comme ça pour ne pas sentir certaines choses, qu'on considère négatives, on s'engourdit aussi par rapport à d'autres émotions comme la joie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable? Ça veut dire s'ouvrir comme ça. S'ouvrir à la honte, évidemment. S'ouvrir aussi à la joie. Si on se protège comme ça contre la honte, on se protège aussi contre la joie, on s'engourdit,
non seulement pour la honte, mais pour la joie. Si on ouvre comme ça nos mains, qu'on devient vulnérable, on va s'ouvrir à ressentir la honte, les choses difficiles, mais aussi la joie. On ne peut pas faire une sélection et dire je ne veux pas sentir certaines émotions. Dès qu'on s'engourdit, on s'engourdit à toute notre expérience. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que les gens voient le courage et la vulnérabilité comme des opposés. Être vulnérable, c'est être faible. Les gens font l'équation vulnérabilité égale faiblesse. Mais elle, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le contraire. C'est courageux d'être vulnérable, de s'ouvrir comme ça, d'enlever nos défenses, de laisser les choses nous atteindre. C'est essentiel pour la croissance. Donc, j'ai décidé de m'y adonner comme ça dans cette vidéo, parler de choses difficiles que je n'ai jamais abordées. Moi, avant de développer ce complexe de symptômes, ce syndrome qu'on appelle la fibromyalgie, j'ai eu plusieurs addictions, mais ma plus grosse addiction était à on pourrait dire la pornographie, pour rendre ça plus classe, mais appelons ça par son vrai nom, la porn. La porn, j'étais accro à la porn. Et à la masturbation compulsive. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces psychologiques, psycho-émotionnelles, mais ça laisse des traces aussi physiques, sans pousser l'illustration plus loin. Ça, c'est très difficile de parler de ça. J'en ai déjà parlé avec j'en ai vu plusieurs, un de mes psychothérapeutes. Et lui aussi, il était accro aussi à l'héroïne. C'était un héroïnomane. Et il s'en est sorti. Il dit lorsqu'il était jeune, il était accro à la pornographie, et ça l'a laissé des marques physiques. Et ça, c'était un grand moment de thérapeutique, un grand moment de guérison pour moi. D'entendre quelqu'un d'autre me dire ça. Je croyais que j'étais seul là-dedans. Et donc, la vulnérabilité est très thérapeutique. Savoir qu'on n'est pas seul. Donc moi, j'avais cette addiction. Et là, lorsque j'ai développé la fibromyalgie, je ne pouvais plus m'adonner à cette addiction. Je ne pouvais même plus aller sur un ordinateur, aller sur Internet. Et lorsque mes symptômes ont disparu, étant donné que j'ai fait un certain travail émotionnel, justement, j'ai réussi à ne pas retomber dans cette addiction. Mais là, ça, c'est une couche de plus. Dans mon cas, si on veut, quand on explore un cas comme ça de douleur chronique intense qui dure pendant 8 ans. Et donc, remarquez ça de plus en plus. Et durant la fibromyalgie, je suis devenu accro à une certaine période à l'alcool et la drogue pour ne plus sentir, justement. Je fais de la vodka chaque soir. On a plusieurs drogues, comme le THC. Le THC et la vodka. Pour ne plus sentir. Ça, l'addiction, évidemment, c'est le summum de la diversion d'une habitude pour ne pas ressentir. C'est le plus exagéré. Mais il n'y a pas seulement que la porno et les drogues. Ça peut être aussi anodin que être toujours sur les médias sociaux comme ça, en train de faire ça, scroller, pour ne pas ressentir. Ne pas ressentir les choses. Très difficile pour moi de parler de ces thèmes. La première fois que je l'ai fait, j'ai supprimé la vidéo. Je me suis protégé comme ça. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à la vulnérabilité. Sentir sa honte.
Ça va nous ouvrir justement à ressentir plus de joie, d'extase. Je ne sais pas quoi penser de la pulsion de mort de Sabina Spielrein, je ne sais pas comment prononcer, et de Freud. Mais moi, à un moment donné, les choses allaient tellement mal pour moi que j'ai fait une tentative de suicide. Et ça, j'en ai déjà parlé à des gens dans des sessions individuelles. Mais c'est un thème que j'hésitais vraiment à aborder dans les vidéos comme ça. Et j'ai décidé de le faire dans la vidéo sur la vulnérabilité. On ne peut pas être plus dans la pulsion de mort que ça. Je voulais mourir. J'étais tellement mal, je voulais en finir. J'étais obsédé par l'idée du suicide. Je suis allé le plus loin qu'on peut aller avant qu'il y ait des dommages physiques. J'ai essayé de me pendre. Et mon corps s'est mis à trembler comme ça. J'ai entendu une espèce d'écho métallique. Et là, j'avais descendu d'une marche, comme ça. Et là, j'ai remonté comme ça. Et c'était la seule façon, dans un sens, de ne pas être obsédé par l'idée, d'exorciser un peu, si on veut, le désir de suicide. Lorsque j'étais comme ça, au bout, je me suis dit, soit j'y vais, ou soit j'arrête d'y penser. Et là, le fait comme ça d'aller jusqu'au bout, lorsque j'ai descendu de l'escabeau, si on veut, j'ai arrêté d'y penser. Ça l'a exorcisé l'idée du suicide en moi. Et ça, c'est vraiment des choses très difficiles pour moi à aborder. Mais je voulais le faire dans la vidéo sur la vulnérabilité pour vous encourager à creuser de plus en plus. Creuser de plus en plus. On n'est pas en restant dans les couches superficielles que la guérison profonde va s'opérer. Donc si vous faites de l'écriture, ne restez pas en surface, comme dans la première version qu'on a lue. Creusez de plus en plus. Les symptômes ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a un travail beaucoup plus profond à faire, de guérison, que tout le monde, selon moi, a besoin de faire. Voici une question qui revient souvent, qui va au cœur, je crois, du reconditionnement de la douleur, de l'approche plus superficielle, de l'approche plus profonde. Doit-on adresser ces traumatismes pour éliminer la douleur chronique? Et ça, c'est une fausse question, selon moi. Voici la vraie question. Doit-on adresser ces traumatismes? Oui. C'est sûr. Point. Pas pour éliminer la douleur chronique. Il y a plein de gens qui n'ont pas de douleur chronique qui devraient adresser leur traumatisme. Élargissez votre vision des symptômes. Ça peut être l'addiction. Ça peut être la violence. Les peuples sont traumatisés. Regardez ce qui se passe en Ukraine, Russie, Israël, Palestine. Des générations traumatisées qui vont répéter le cycle de la violence parce que les traumatismes ne sont pas adressés. Donc, on adresse nos traumatismes, pas pour éliminer la douleur chronique. On écrit pas pour éliminer la douleur chronique.
On écrit, on adresse nos traumatismes pour faire un travail de guérison profond. Et vous allez réaliser que la douleur, c'est les couches les plus superficielles. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le complexe entier. Wow, 40 minutes. Jusqu'à maintenant, je ne fais pas vraiment des vidéos qui sont plus longues que 40 minutes. Je ne sais pas si je me suis servi de ce livre, de Nicole Sachs, de tout ça comme un peu des boucliers pour ne pas aborder le thème de la vulnérabilité directement. Peut-être un peu. Et ça rejoint ce que Nicole Sachs nous dit. Hein, ne faut pas avoir l'idée d'éliminer nos mécanismes de défense complètement. Ça, on va en parler de plus en plus, les mécanismes de défense. Vous pouvez étudier ça par vous-même. Des pistes intéressantes. Ils sont là pour une raison. Nos mécanismes de défense. Il y a des périodes de vulnérabilité, comme le crabe qui mue, mais il y a des périodes aussi où on se fait une carapace. C'est un va-et-vient, c'est toujours comme ça la vie, ça bouge. Je ne crois pas qu'il faut être vulnérable constamment. Mais il faut apprendre à être de plus en plus vulnérable, évidemment, dans notre activité d'écriture, être honnête avec nous-mêmes, être vulnérable avec nous-mêmes. Elle nous dit dans le livre, vous n'avez besoin d'être vulnérable qu'avec vous-même. Ici, pour éliminer les symptômes. Moi, je ne vous conseille de ne pas faire ça, mais évidemment, éventuellement, il faut apprendre à être vulnérable avec les autres. Ça commence avec soi-même, mais lorsqu'on veut être encore plus vulnérable, il faut apprendre à être vulnérable avec les autres également. Et ça, c'est plus difficile. C'est pour ça que je voulais être très vulnérable dans cette vidéo. J'ai abordé des thèmes difficiles. Ce n'est pas la première prise. J'ai fait 2-3 prises avant. J'étais très nerveux. Je me suis habitué. Peut-être que c'était pas un bon réflexe. Hein? Peut-être que je me suis protégé. Je ne sais pas trop. Mais je voulais être vulnérable dans cette vidéo et parler de ces choses que je n'avais pas réussi à mettre sur YouTube la première fois. Parce que c'est ça l'exercice de l'écriture, c'est d'être de plus en plus honnête avec soi-même pour éventuellement être de plus en plus vulnérable avec les autres.